Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un livre qui a littéralement ouvert les portes du zen à l'Occident, Les trois piliers du zen de Philippe Kapleau. C'est un ouvrage qui a pris une tradition millénaire, souvent vue comme un peu opaque, et qui l'a rendue concrète, accessible, vivante pour notre monde moderne. Allez, on plonge dedans. Alors, cette citation, elle est incroyable. Elle parle d'une partie de la pratique zen qui était restée secrète pendant des siècles, le dokusan. Il s'agit des entretiens privés en face à face entre le maître et son élève. Et pour la toute première fois, ce livre a levé le voile là-dessus, nous donnant un accès direct, sans filtre, au cœur de la pratique. C'était une véritable révolution. Notre exploration va suivre la structure même du livre. On va d'abord voir pourquoi ce livre a été si révolutionnaire. Ensuite, on attaquera les fameux trois piliers, l'enseignement, la pratique et puis l'illumination. Et pour finir, on verra l'étape la plus importante peut-être, le retour au monde. Alors, qu'est-ce qu'a fait de ce livre un tel choc ? Eh bien, il a réussi un vrai tour de force. Créer un pont entre une sagesse orientale ancestrale et notre mentalité occidentale du XXe siècle. Une mentalité très sceptique, nourrie à la science. La question que le livre pose, au fond, elle est fascinante. Comment une pratique spirituelle aussi ancienne peut-elle nous parler aujourd'hui, à une époque où les grands dogmes se sont effondrés et où c'est la science qui mène la danse ? Et là, on découvre un parallèle assez bluffant. La vision bouddhiste du monde semble avoir eu des intuitions incroyables. L'idée que toute matière est impermanente, faite de signaux aussi éphémères que des particules sur un écran, ou que l'univers lui-même fonctionne par cycle d'expansion et de contraction, tout ça résonne étrangement avec la physique du XXe siècle. Kapleau s'enferme pour montrer que le zen, ce n'est pas juste une croyance, c'est une exploration directe de la réalité. On passe maintenant au premier pilier, l'enseignement. Au cœur de la philosophie zen, il y a comme un remède pour notre esprit occidental, qui est si souvent projeté dans le futur, à s'inquiéter de ce qui va arriver, au point qu'on passe à côté de la seule vie qu'on a vraiment. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Dans un monde où il n'y a plus de certitude absolue, le zen nous dit que le sens, il n'est pas dans une promesse lointaine, il est dans la richesse du moment présent. C'est un appel à trouver le sacré dans l'ordinaire, ici, tout de suite. Bon, après la philosophie, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est le deuxième pilier, la pratique. On passe de la question pourquoi à la question comment. Et la réponse du zen à comment, c'est le zazen. Alors, soyons clairs, le zazen, ce n'est pas une rêverie tranquille ou un moment de relaxation. C'est une discipline, un combat intérieur intense. Le but, c'est de maîtriser son propre esprit pour enfin percer le voile des pensées et voir la réalité telle qu'elle est. Et tout commence par le corps. Chaque détail de la posture a une raison d'être très concrète. La colonne vertébrale bien droite, c'est pour que les organes internes ne soient pas compressés. La tête droite, c'est pour éviter les tensions. La respiration, elle, nous ancre dans l'instant. C'est simple. Pour avoir un esprit clair, il faut d'abord un corps stable. Le livre nous décrit alors deux grandes approches. D'un côté, il y a le travail avec un koan, une sorte d'énigme impossible comme « quel est le son d'une seule main qui applaudit ?» C'est une voix très active qui pousse le mental dans ses derniers retranchements. Et de l'autre côté, il y a le shikan taza qui veut dire juste s'asseoir. Là, c'est une méditation sans objet, basée sur la confiance que le simple fait d'être assis, c'est déjà l'éveil. Et c'est là qu'intervient le fameux dokusan, l'entretien privé. Ce n'est pas une discussion philosophique, c'est un face-à-face où l'on ne peut pas tricher. L'élève présente sa compréhension du koan et le maître la teste, sans aucune concession. C'est le moment de vérité, le cœur vibrant de la pratique. On arrive au troisième pilier, le but de toute cette quête, l'illumination, ou satori. Et la grande force de ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de nous en parler de manière abstraite. Non, il nous livre des témoignages, bruts, à la première personne, de gens comme tout le monde qui ont vécu cette expérience. Ce témoignage d'un homme d'affaires de 47 ans est très touchant. Son humilité nous dit quelque chose de crucial. L'éveil, ce n'est pas réservé à une poignée de moines dans les montagnes. C'est une possibilité réelle pour toute personne qui s'engage sérieusement. Ici, une professeure utilise une image très parlante. La dissipation d'un brouillard. C'est un thème qui revient souvent. Après une longue période de lutte et de confusion, d'un coup, la clarté et la paix s'installent. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est plutôt une libération, un sentiment de vide délicieux. Celui-ci, il est particulièrement puissant. Un fonctionnaire à la retraite face à une douleur physique insupportable. Il se dit, si j'étais en train de mourir, je ne pourrais pas y échapper. Alors endure et meurs s'il le faut. C'est cette détermination absolue, cette capacité à tout lâcher qui mène souvent à la percée. On pourrait penser que l'illumination, c'est le point final. Mais le livre nous montre que non, c'est en fait le vrai début. Le but ultime du zen, ce n'est pas de fuir le monde, mais d'y revenir transformé. Après l'éveil, le combat intérieur s'apaise. Il n'y a plus moi contre le reste du monde. Tout est un.
L'objectif, c'est alors de retourner sur la place du marché, dans le quotidien, et d'y agir. Pas avec des super-pouvoirs, mais avec une présence qui, d'elle-même, peut faire fleurir les arbres morts. C'est une métaphore pour dire apporter de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Le point essentiel, il est donc là. Toute cette discipline, tous ces efforts n'ont en fait qu'un seul et unique but, nous permettre de vivre cette vie, la seule que l'on ait, avec une plénitude, une clarté et une compassion totale. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, que ce livre pose à chacun d'entre nous. Et si, au final, le plus grand des mystères n'était pas à chercher ailleurs, dans un futur lointain ou dans un autre monde? Et s'il se trouvait déjà là, juste ici, juste maintenant?